Pardon. Nous allons commencer tout de suite par une keynote à distance avec Nicolas Babin. Nicolas Babin, qui est on va dire un serial entrepreneur, puisqu'il a créé ou participé à une vingtaine de startups dans le monde. Il est bien connu dans notre écosystème bordelais. C'est un leader d'opinion international sur la e-santé et sur la transformation digitale, avec dans les derniers classements une place de 20e et de 17e sur les réseaux sociaux et sur la capacité à influencer. Il est toujours en train de passer d'un continent à l'autre, et il a cette expertise et en même temps une capacité à généraliser sur les questions de l'intelligence artificielle, de la robotique. Il a été patron de robotique de Sony Europe sur la robotique. Donc il a plein de choses à nous dire. On lui a confié cette mission d'introduire, sans déflorer complètement le sujet, puisqu'après on va avoir des experts comme Rodolphe Thiébaut par exemple qui vont nous parler de l'intelligence artificielle. En tout cas, des sujets qu'on lui a chargé de pouvoir questionner en introduction, en passant aussi par la 5G, sujet problématique et sujet controversé, comme vous le savez. En tout cas, 15 minutes et avec vous, Nicolas Babin, à distance, puisqu'il ne voulait pas prendre le risque d'être avec nous, puisqu'il est cas contact, à distance depuis Arcachon. Nicolas Babin, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup Géraldine pour l'introduction. Vraiment désolé de ne pas être avec vous, mais c'est apparemment pour vous protéger mieux, parce que je suis cas contact depuis jeudi dernier. Donc j'attends les résultats de mes tests. Mais donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir surtout de le faire sur Bordeaux, parce qu'en général, je donne beaucoup de conférences sur la e-santé, les nouvelles technologies, mais en tant que futuriste des technologies, et je le fais surtout à partir d'autres pays, parce que, donc, en toute transparence, et c'est pour ça que j'aime bien commencer au moins par ça, pour que tout le monde sache, je suis consultant pour Huawei, sur tout ce qui est intelligence artificielle, cloud et la 5G. Je suis consultant également pour IBM et Google, également sur l'intelligence artificielle. Et comme Géraldine l'a mentionné, ou je crois avoir entendu, je n'entendais pas très bien, mais je suis cofondateur également d'une entreprise bordelaise qui s'appelle Mirambo AppCare, qui a un produit qui s'appelle DiabiLife, qui est une application qui gère le diabète dans sa globalité, avec un algorithme basé sur l'intelligence artificielle, avec de nombreux brevets, de nombreuses certifications. Donc je suis impliqué depuis très longtemps dans la e-santé, et je suis également impliqué dans l'intelligence artificielle depuis 1996, avec le robot Aibo de Sony, que certains d'entre vous ont peut-être connu. C'était mon produit. J'ai beaucoup travaillé avec Sony pendant plus de 15 ans en tant que directeur général de la robotique et l'intelligence artificielle avant de prendre la direction du marketing. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est commencer cette conférence avec une vidéo que vous avez déjà probablement vue, mais qui ouvre bien surtout... Est-ce que vous voyez la présentation là, ici? Bien sûr. Est-ce que je peux avoir un retour sur est-ce que la présentation, hop, non. Voilà, est bien vue. C'est bon? Parfait. Donc j'aime bien commencer avec ce film qui présente donc 7 exemples sur l'intelligence artificielle et la e-santé. Normalement, il y a du son, mais là, la techno ne nous le permet pas. C'est un film qui est très rapide, une trentaine de secondes. Donc, je reprendrai après le film pour vous expliquer ce qu'on a vu, et surtout pour voir comment l'intelligence artificielle peut aider dans le domaine de la santé. Il en existe beaucoup plus que 7 exemples, mais je pense au moins que ça pourrait nous permettre de bien commencer sur le sujet pour la journée.
Alors, surtout, ce que j'aime bien, c'est la dernière phrase, donc qui date de quelques mois, puisque c'était avant Covid. C'est: est-ce que vous feriez confiance à l'intelligence artificielle pour gérer votre santé? Aujourd'hui, cette phrase, elle est complètement désuète parce qu'en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est tout autour de nous. Et c'est ce que nous avons pu voir déjà au début dans le film. J'aurais pu rajouter des exemples également sur l'intelligence artificielle et par exemple le diagnostic de l'Alzheimer, qui aujourd'hui a une précision de plus de 95%. Et donc c'est assez intéressant de voir que aujourd'hui on peut voir qu'autrefois, il y a quelques mois en tout cas, on se posait la question de savoir si on pouvait faire confiance à l'intelligence artificielle pour gérer notre santé. Je pense que dans quelques mois, quand on se retrouvera ou si on se reparle, on pourra se poser la question de se dire, tu te rends compte, à l'époque, tu demandais si la 5G allait pouvoir être une innovation qui allait aider la santé. Donc, on va y arriver. Donc là, ici, ce qu'on a pu voir dans le film, c'était on a principalement parlé du mélanome, donc qui est le cancer de la peau. Il y a bien sûr beaucoup d'autres cancers, beaucoup d'autres innovations qui sont au niveau de la recherche, l'éducation, la prévention, le curatif, bien évidemment. Il y a un travail colossal qui est passé, donc qui est fait, grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle sur le génome, qui est l'ADN des cancers. Mais il y a aussi d'autres innovations dont on parle peu et que l'on retrouve grâce à des startups. Qui sont par exemple une opération aujourd'hui pour le cancer du péritoine. J'ai pris cet exemple, mais il y en a vraiment beaucoup. Ce qu'on appelle la CHIPS, qui est la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale, qui est en fait une combinaison de chimiothérapie et de chirurgie. Et aujourd'hui, c'est assez récent. Ça fait, je crois que les premiers essais ont eu lieu il y a 5-6 ans. En fait, c'est une fois que le chirurgien a terminé son travail, et c'est encore donc la combinaison entre le chirurgien et la technologie. Donc, une fois que le chirurgien a fait son travail et a enlevé les tumeurs qu'il a vues à la main, il fait pendant quelques minutes, il fait circuler dans la cavité péritonéale une chimio qui est chauffée à 42 degrés et qui permet d'être très efficace. Donc, on peut se permettre d'imaginer toutes les inventions que l'on va trouver, qui peuvent avoir lieu avec la technologie, mais qui peuvent aussi donner lieu à d'autres exemples comme celui dont je viens de vous parler. Alors bien sûr, on a vu également au niveau des personnes qui sont dans le coma, l'intelligence artificielle peut, grâce au volume de données qui est présent, imaginer ou en tout cas avoir des modèles qui vont permettre de voir quand le patient pourrait sortir du coma. Au niveau des médicaments, on le voit aujourd'hui avec la Covid, l'intelligence artificielle aide énormément à trouver le meilleur médicament, si je puis dire, ou en tout cas faire des tests qui vont être beaucoup plus rapides. Au niveau de la robotique et du chirurgien, j'aime beaucoup cette photo de main avec un robot parce que, et on va en parler dans une minute, la chirurgie ne sera pas 100% robotique, mais elle sera avec des robots semi-autonomes, en tout cas ce que l'on peut voir aujourd'hui. Au niveau du psychiatrique, la dépression, un algorithme d'intelligence artificielle peut détecter dans une voix, dans des expressions, si une personne est tendance à la bipolarité ou si la personne a des tendances de dépression. Et également, s'il y a des personnes dans la salle qui sont radiologues, ça, ils pourront confirmer que l'intelligence artificielle aussi est très utile au niveau de tout ce qui est radio, CT scan, scanner et IRM. Et j'aime bien la photo du milieu aussi, qui est donc la prédiction, parce que ça, c'est quelque chose que l'on va voir de plus en plus. Prédire quand une personne peut tomber malade. Je parlais tout à l'heure de Mirambo Apker, notre algorithme d'intelligence artificielle prédit en fait si une personne qui est diabétique sous insuline, excuse-moi, et qui, par exemple, décide de partir faire 2 heures de vélo, peut dire à l'application « je vais faire 2 heures de vélo », l'application va lui dire « attention, basé sur ton historique, d'ici une vingtaine de minutes, on pense que tu vas avoir une hypoglycémie, on va te rappeler dans 20 minutes pour que tu puisses te piquer et t'injecter la bonne dose d'insuline ». Donc cette prédiction va permettre à la personne d'avoir une autonomie encore plus importante et c'est ça qui est très important dans l'innovation de la santé aujourd'hui. Alors, on est parti de plusieurs faits. Il y en a un fait, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi aujourd'hui, c'est qu'on a un grand manque de professionnels de santé. Malgré cette photo où on voit beaucoup de gens présents,
il est évident qu'il y a beaucoup moins de professionnels de santé ou pas assez de professionnels de santé par rapport à une population vieillissante. Et surtout, il y a beaucoup trop de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des soins de qualité et à un coût raisonnable. Le chiffre qui circule, mais je n'ai pas eu vraiment la preuve, donc je ne vous l'ai pas écrit, mais le chiffre qui circule, on me dit que 2 tiers de la population, aujourd'hui, n'a pas accès à des soins de qualité et à un coût raisonnable, ce qui ferait à peu près 5 milliards de personnes. Donc, on peut se poser la question, et donc comme tout à l'heure, la question du film, c'était est-ce que vous feriez confiance à l'intelligence artificielle pour gérer votre santé? Là, la question que je vous pose, c'est est-ce que la 5G est une solution? Donc la 5G, pour moi, et pour le travail que je fais avec, surtout avec les Chinois, c'est un accès à un meilleur diagnostic en collaboration avec les algorithmes d'intelligence artificielle, et c'est une prise en charge du malade plus rapide où qu'il soit. Grâce à la vidéo très haute définition, parce que vous vous rendez compte que sur la 5G, on est en train de parler de transferts de données qui vont être très très rapides, et donc des vidéos de type 8K. Aujourd'hui, on a des télévisions 4K, on est en train de passer sur le 8K. Cette qualité, on la retrouve grâce à la 5G, et donc la téléconsultation va permettre une précision et une efficacité du diagnostic qui est, que l'on ne reconnaît pas aujourd'hui. Les objets connectés avec la 5G vont faciliter également la diffusion des données en temps réel. C'est-à-dire que les objets connectés, non seulement les montres, mais tous les autres objets aujourd'hui, il y a tellement d'objets connectés qu'en fait, il y a plus de connexions d'objets que de connexions d'humains. Et donc, cela va favoriser également aux médecins et aux patients de pouvoir communiquer et envoyer ces informations en temps réel. On a également des réalités augmentées, virtuelles. On a les réalités étendues, les réalités mixtes, mais surtout si on se focalise ce matin sur les réalités augmentées et virtuelles, avec de très 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 belles pépites sur Bordeaux justement, qui utilisent cela pour la formation dans les services d'urgence. On a des expériences uniques, et aussi on va permettre donc de favoriser l'éducation des étudiants et des professionnels de santé tout au long de leur carrière. La réalité virtuelle est quelque chose qui existe de plus en plus. Ce n'est pas que dans le jeu. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de médecins, surtout aux États-Unis, l'utiliser. Encore, la 5G avec un temps de latence très bas. Alors, le temps de latence, c'est le temps de réaction par rapport au moment où on va donner une commande à l'algorithme grâce au réseau. Donc c'est des temps de latence où on parle de moins de 1 milliseconde certaines fois, va favoriser ce lien entre le professionnel de santé et l'aidant ou le patient. Et c'est là où, en France, je pense que vous allez me regarder un petit peu différemment qu'aux États-Unis. Quand je dis ça aux États-Unis, j'ai souvent des yeux de gens qui me disent ouais, mais enfin, l'important, c'est le professionnel de santé. L'innovation que l'on peut mettre en place ici, c'est que bien évidemment, le professionnel de santé est très important parce que c'est lui le sachant, c'est lui qui a l'information, c'est lui qui va avoir l'expérience. Mais le patient a un rôle énorme à jouer, et le patient a besoin d'être au centre de cette santé et a besoin de participer. Et aujourd'hui, la médecine, c'est vraiment ce lien entre le professionnel de santé et le patient ou l'aidant. Et la 5G, du fait que on ne va plus retrouver ce que l'on voit aujourd'hui avec la 4G en disant attention, le correspondant est en pause parce qu'il n'y a pas assez de réseau, ça n'existera plus. Donc c'est ça qui va nous permettre justement d'avoir cette relation entre le patient, et, le professionnel de santé et ou l'aidant. On va se retrouver aussi avec ce qu'on appelle la téléchirurgie, donc la chirurgie à distance avec l'aide de robots semi-autonomes. Je vous ai commencé à vous en parler tout à l'heure parce qu'en fait, et ça c'est très important, depuis 1996 j'en parle, 1996 j'en parle, quand nous avions commencé à travailler sur la robotique avec Sony, les premiers retours que j'avais des gens, c'était « Oh là là, attention, un robot, le robot va me remplacer ». Là, ici, on est vraiment sur l'humain augmenté. C'est-à-dire que la robotique et l'intelligence artificielle ne sont pas là pour remplacer l'humain, mais c'est pour donner à l'humain plus d'informations, plus pertinentes, pour que l'humain puisse prendre des décisions plus rapides, plus efficaces et plus précises. Et c'est ça qui est vraiment très important. C'est pour ça que ces robots sont semi-autonomes. Aujourd'hui déjà,
l'utilisation de l'intelligence artificielle ou des intelligences artificielles, et je sais que Rodolphe en parlera, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais quand on parle aussi du machine learning, du deep learning, on nous permet d'avoir des analyses très poussées, non seulement sur tout ce qui est vidéo, scanner, IRM et radio, mais également sur tout ce qui est laboratoire. Avec Huawei, ce que l'on voit à chaque fois, c'est que la 5G, c'est une architecture évolutionnaire de la gestion des soins. Ce n'est pas une révolution. J'étais chez Sony lorsqu'on a lancé le premier téléphone portable. Alors là, on parlerait peut-être de la 2G. Puis on est passé sur la 3G, puis on est passé sur la 4G, avec à chaque fois une peur des gens qui peut être légitime lorsqu'on n'a pas l'information autour de la technologie. Mais je pense que beaucoup d'entre vous vont se rappeler que quand on est passé de la 3G à la 4G, il y avait cette peur de dire qu'on allait développer tous des cancers du cerveau. Aujourd'hui, on est toujours sur ces problèmes de cancer du cerveau, et aujourd'hui, je vois sur l'Internet que la 5G développerait même le diabète, entre autres, et des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'études qui sont faites par l'ANSES, par l'OMS et autres. Bien évidemment, des études qui sont faites aussi par Ericsson, par Nokia et par Huawei. Et là, je peux complètement comprendre que la crédibilité peut être mise en doute. Mais je vous invite vraiment à aller regarder un peu ces informations sur cette 5G, parce que pour nous, la 5G et les nouvelles technologies, c'est vraiment ce que l'on appelle la transformation digitale de la santé. Mais en fait, il faut savoir que ce n'est pas si récent. Ça fait à peu près 1 an et demi, presque 2 ans, que l'on travaille sur la 5G, qu'on a déjà eu des cas concrets sur la 5G. Vous pouvez voir ma petite image qui était faite en 2019, mais déjà en 2018, avant que les standards de la 5G soient fixés, Huawei et le Centre national de la télémédecine en Chine ont fait un partenariat avec l'hôpital de Fazhou, qui a été choisi comme le premier pour le projet. Donc, déjà, on avait fait de la téléchirurgie, et je vais vous montrer, j'ai un petit film en fin de présentation sur Huawei, justement, qui vous montre comment l'hôpital de Fazhou fonctionne. Comme je vous disais sur la photo en haut à droite, en Europe, la première utilisation de la 5G en téléchirurgie a eu lieu à Barcelone le 27 février 2019, lors du Mobile World Congress à Barcelone en 2019, entre une équipe médicale qui était basée dans un hôpital et un médecin expert qui était dans l'auditorium, comme vous, au Palais des Congrès de Barcelone. Donc, ce n'est pas quelque chose de si récent. Ce que l'on voit également grâce à l'innovation et grâce, si je puis dire, à la situation dans laquelle on est, ou à cause de la situation dans laquelle on est, moi je dis grâce parce qu'on trouve des entreprises qui se détestent, qui n'ont jamais travaillé ensemble, comme Apple et Google, qui mettent aujourd'hui leurs forces ensemble, leurs forces en fait, pour combattre la Covid à tout niveau, au niveau technologique, au niveau recherche pour le vaccin, au niveau de recherche de l'ADN qui a été trouvé très rapidement, au niveau de la recherche de médicaments. Et on réalise qu'en termes de la 5G en tout cas, cela devient la norme dans certains pays, comme la Chine par exemple, avec aujourd'hui, nous avons plus de 200 hôpitaux connectés en 5G et des villes entières, comme Shenzhen dans le sud à côté de Hong Kong, qui ont une couverture à 100% de 5G. Ça, c'est important quand même de le savoir, parce que là, ils prennent une avance qui est certaine. Enfin, le modèle, dont probablement Rodolphe parlera de modèle de science de la donnée, et là, il y a eu un modèle d'intelligence artificielle qui a été créé pour la Covid et qui est maintenant déployé pour prévoir les prochaines pandémies. Alors là, j'ai une petite vidéo, mais très très rapide, qui va vous montrer comment l'hôpital fonctionne avec la 5G en Chine. C'est une vidéo de Huawei.
Donc, en conclusion, là, c'était vraiment pour vous montrer, vous voyez, vous aviez même des robots qui sont donc à distance sur la 5G, dans des chambres où des patients peuvent être dangereux à approcher, qui sont utilisés. La 5G est déployée sur tout l'hôpital. Alors, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le domaine de la santé est le domaine qui va profiter le plus de l'innovation. Quand je parle de l'homme avec un grand H, c'est l'humain. On est dos au mur aujourd'hui. On a le manque de personnel, on a une population vieillissante, on a une pandémie. Et c'est là que l'on innove le mieux. Et j'ai entendu brièvement sur la fin de la présentation avant Géraldine en disant que l'écosystème bordelais était très riche en start-up et en entreprises qui justement innovaient. Et ça, c'est vrai. On le voit partout, et surtout avec Mirambo Apcare et les autres entreprises que j'ai mentionnées tout à l'heure. Le futur de la santé nécessite en fait aujourd'hui cette innovation, que nous soyons tous acteurs de la transformation et que nous embrassions tous les nouvelles technologies comme une aide remarquable. Je comprends totalement que certaines personnes aient des doutes, mais il faut se renseigner, il faut lire, il faut comprendre pourquoi aujourd'hui les nouvelles technologies sont si importantes. Un point qui me fait très plaisir de faire cette conférence, c'est que pour une fois, quelqu'un va comprendre, en tout cas la salle va comprendre ce que j'essaie de dire autour de l'éthique. Quand je ne peux pas mentionner ça dans un autre pays, mais quand je termine cette présentation en tant que futuriste, j'aime bien me rappeler un peu de l'histoire également. Et je parle de Rabelais en disant que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et ça, cette phrase est très importante, parce que si nous ne travaillons pas aujourd'hui sur l'éthique dans la e-santé, nous pouvons partir à la catastrophe. Je peux vous rassurer qu'avec Google, entre autres, on est beaucoup de think tanks, donc de réflexion, de groupes de réflexion pour lesquels nous travaillons et nous réfléchissons sur cette éthique. Lorsque nous avons lancé Aibo en 1996, déjà nous travaillions sur cette éthique. Mais c'est très important de se rappeler cette phrase de Rabelais. Alors bien sûr, il y a du chemin à parcourir, mais je veux être optimiste. La réalisation est là. Tout le monde réalise qu'aujourd'hui, il faut changer, il faut voir sa façon de se transformer. Heureusement que la pandémie n'est pas arrivée il y a 30 ans, parce que je pense que là, on serait dans une situation probablement très proche de la grippe espagnole, parce qu'on n'aurait pas eu ces technologies, l'économie aurait été en difficulté, tout le monde aurait été en difficulté. Alors ce que je peux dire comme message positif pour mon dernier mot, c'est vraiment continuons sur ce chemin. Merci beaucoup. Merci. Merci Nicolas Babin. On va maintenant